Alors, comme l'indique le plan que vous avez devant vous, nous allons commencer par une section préliminaire. On va essayer de faire le point rapidement, il n'y a pas beaucoup de temps, sur les différents concepts d'autochtonie et d'autodétermination. L'autodétermination et bien sûr la situation calédonienne. On va parler des généralités rapidement. On ne va pas s'attarder sur des points très précis. Donc, à propos de l'autochtonie, la plupart des instruments internationaux font référence de nos jours au terme autochtone. En anglais, on parle d'indigenous. C'est un mot dérivé du grec qui veut dire originaire du pays qu'il habite. Ce terme a de tout temps permis de distinguer les natifs d'un lieu de ceux qui viennent d'ailleurs, qu'on appelle les allochtones, et a servi de base à une légitimité juridique et politique fondée sur le lien privilégié avec la terre, le lien de ce groupe avec sa terre, et sur l'antériorité d'occupation de celle-ci. Donc, de nombreuses populations marginalisées dans le monde se qualifient ainsi et revendiquent de plus en plus des droits dont elles ont été privées par la colonisation. Il n'y a pas de définition du mot autochtone en droit international. Et en l'absence d'une définition universelle, généralement admise, on s'en tient souvent pour identifier les autochtones à quelques critères proposés par un rapporteur de l'ONU en 1986 et qui sont plus ou moins présents selon les contextes locaux. Il s'agit de l'autodétermination de chaque groupe autochtone et de ses membres. C'est chaque groupe qui se définit comme peuple autochtone. Il n'appartient pas à quelqu'un d'autre de le faire. Il s'agit de l'élément historique selon lequel le peuple des autochtones, eh bien, est un ensemble de descendants du peuplement d'origine, du territoire. Un autre critère porte sur la spécificité culturelle de ce peuple et de sa situation non dominante dans la plupart des pays où il existe. Alors, un processus de reconnaissance, si vous voulez, nous sommes là, les fondements juridiques. Après la définition, les fondements juridiques, donc, je disais qu'un processus de reconnaissance et d'élaboration des normes les concernant a été initié par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et poursuivi par l'ONU, l'Organisation, n'est-ce pas, des Nations Unies. Ce processus a permis de leur donner une certaine visibilité et les autochtones du monde entier ont pu se construire une identité générique, culturelle et planétaire au sein des forums onusiens. Parmi les textes qu'il faut retenir, il y a la Convention, je ne les citerai pas tous, les principaux, ce sont la Convention numéro 107 de 1957, qui a été remplacée par la Convention de 1989, la Convention numéro 109, et qui est en vigueur dans 22 pays du monde. Plus tard, en 2007, il y a eu la déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Il existe des institutions donc, à l'ONU chargées de s'occuper des problèmes des autochtones. Une
petite précision ici sur la diversité et la complexité des autochtones, ou des autochtonies, plus précisément. L'autochtonie est un concept identitaire qui touche à plusieurs disciplines de sciences humaines et sociales, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, le droit, politique, et qui est très marqué par une très grande diversité et une très grande complexité. Le président l'a dit tout à l'heure, il y a près de 350 millions de gens dans le monde, d'autochtones dans le monde, ce qui correspond à peu près à 3,5% de la population mondiale, ce n'est pas rien. Ils sont répartis dans 90 pays. Alors, pour ce qui nous intéresse, justement, le peuple kanak est-il un peuple autochtone? C'est la question qu'on peut se poser. Certainement, au regard des critères que j'ai évoqués tout à l'heure. De cette autochthonie, découle une protection particulière. Est-ce qu'elle est garantie en Nouvelle-Calédonie? C'est ce que nous allons rapidement essayer de voir. Il faut souligner simplement que la Nouvelle-Calédonie est un lieu où s'expérimente à la fois la décolonisation, la mise en œuvre de l'autodétermination et la reconnaissance d'un peuple autochtone. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Un mot maintenant sur l'autodétermination, quelques mots. Donc, d'abord, sur l'historique. On sait que les origines modernes du principe remontent aux révolutions américaines et françaises au XVIIIe siècle. Mais au XXe siècle, on a accepté ce concept dans l'ordre politique après la Première Guerre mondiale, même s'il ne figurait pas expressément dans les 14 points proposés par Wilson. C'est véritablement la Charte des Nations Unies de 1945 qui va l'intégrer dans le droit international, et sa mise en œuvre domine l'action de l'ONU pendant quelques décennies. C'est ce principe qui accompagne toute la vague de décolonisation en Afrique et en Asie dans les années 60. Alors aujourd'hui, ce concept, ce principe est évoqué par presque tout le monde. Effectivement évoqué par les États eux-mêmes ou par des entités qui sont en leur sein, qui souhaitent créer un État ou obtenir un certain degré d'autonomie. Mais on l'évoque aussi souvent pour obtenir une reconnaissance d'une certaine spécificité sociale et culturelle, pour pouvoir reconnaître son identité, et donc la revendication de l'autodétermination ne se limite plus, comme autrefois, aux seules situations de décolonisation. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ce principe a été intégré dans la charte. Donc, il a été d'abord une simple notion politique au départ, avant de devenir un véritable principe juridique. C'est grâce à l'ONU, à partir de 1945. Donc, la charte, article 1er, article 2, je ne vais pas vous les citer, mais surtout, la résolution que tout le monde connaît, la fameuse résolution 1514, n'est-ce pas, qu'on appelle encore parfois charte de la décolonisation. Dans son article 2, il est dit: tous les peuples ont le droit de libre détermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Donc une autre résolution a apporté des modalités d'application de ce droit à l'autodétermination. Il s'agit de la résolution 1541, toujours de l'Assemblée nationale.
Après, en 1966, il y a eu deux conventions, des pactes internationaux des droits de l'homme, un sur les droits civils et politiques et l'autre sur les droits de l'homme relatifs aux droits économiques, économiques, sociaux et culturels. En 1970, donc la résolution 26-25 a apporté encore plus de précision en précisant ceci: la création d'un État souverain et indépendant, la libre association de l'intégration avec un État indépendant ou l'acquisition de tout autre statut librement décidé par un peuple constitue pour ce peuple des moyens d'exercer son droit à disposer de lui-même. Alors, après tous ces textes, la Cour internationale de justice, évidemment, a apporté une certaine consolidation avec sa jurisprudence. C'est un principe qui a connu des difficultés dans son exercice et surtout, il a connu une évolution conceptuelle et aujourd'hui on parle d'une portée bivalente qu'il a. Alors, qu'est-ce qu'on entend par évolution conceptuelle? Je suis là. Eh bien, c'est la façon dont il était conçu, ce principe. Donc, il y a eu d'abord une conception classique après la Première Guerre mondiale. Je n'entre pas dans les détails. Et ensuite, une conception moderne de ce droit des peuples. C'est elle qui est consacrée par le droit positif que nous connaissons aujourd'hui, notamment par la charte et par les résolutions que j'ai citées tout à l'heure. Mais une conception postmoderne est en cours de consécration. C'est elle qui s'appuie sur une nouvelle approche de l'autodétermination. Et cette conception nouvelle permet de distinguer une autodétermination externe, c'est-à-dire l'indépendance, d'une autodétermination interne, celle qui doit se faire dans le cadre d'un État. Alors, la situation calédonienne, un mot là-dessus. La question, ou les questions qui sont posées à nous, les voici. Quelle autodétermination possible pour le peuple autochtone kanak dans le contexte calédonien de décolonisation? Donc après 30 années de cohabitation en Nouvelle-Calédonie, il semblerait, hélas, que ni l'émiettement du paysage politique, ni la dynamique consensuelle de l'accord de Nouméa n'ont pu empêcher que perdure la logique des blocs, la bipolarisation. Une logique fondée sur une conception antagonique de l'avenir du pays. Mais si le futur référendum met en jeu le droit à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie tout entière, une autodétermination qui est fondée sur le droit international de la décolonisation, que nous avons rappelé tout à l'heure, est-ce que ce droit efface celui du peuple autochtone? Un droit bien particulier, fondé sur la déclaration de 2007 et sur les droits de l'homme.